deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSP en sigle a débuté ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba à Kinshasa. Et puis cela a créé un tollé général, surtout dans les réseaux sociaux. La présence des sacs cadeaux floqués des symboles de la communauté LGBT à Lubumbashi dans le cadre de DRC Mining Week. Le gouvernement du Haut-Katanga a obtenu son retrait lors d'une réunion avec les organisateurs. Et enfin, en international, 4,1 milliards de dollars américains, c'est la somme que l'Égypte a allouée au système de subventions alimentaires en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire pour l'exercice 2023-2024. Ce système en Égypte est parmi les plus coûteux de l'Afrique. Voilà, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. 1 571 285 candidats prennent part au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSP en sigle sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a été effectué par le ministre Tony Mwaba, le ministre de l'EPST dans la capitale Kinshasa, à l'école Sainte Rita dans la commune de Mongafula. La rédaction de Géopolis Télévision a fait un constat du déroulement de ces épreuves nationales dans certaines écoles. Patience Lokeke et Giscard Tamba étaient là. Les élèves de la 8e année de l'enseignement de base ont débuté ce jeudi 15 juin le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENA-SOSP en sigle, qui prendra fin ce vendredi 16 juin. Pour cette année, 1 571 285 candidats prennent part à cette épreuve sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, comme dans toutes les autres provinces de la RDC, les élèves ont répondu présents à 6 rendez-vous. Pour s'en rendre compte, la rédaction de Géopolis est descendue à l'école Sainte-Anne, dont la commune de la Gombe, choisie comme l'un des centres de passation de cette épreuve, où quelques élèves ont parlé du déroulement de ces tests. Ça s'est bien passé, surtout au niveau psychologie, mais certaines questions qui nous ont un peu bouleversés, qui nous ont un peu dépassés, mais on a pu résoudre ça au niveau d'un peu réussi. C'est bien passé, c'était facile l'examen. Il y avait maths, il y avait les sciences physiques, il y avait l'éthique. La question d'éthique, on avait posé, on avait demandé si on a besoin de mettre une forme. On a utilisé quel format? On a eu le format dessin, beaucoup de format forme. Monsieur Franck Moukouba, chef de centre de l'école Sainte-Anne, revient ici sur l'importance de cette épreuve qui vient d'être instituée en RDC. Nous avons constaté avec les experts, la plupart de nos apprenants, quand ils étudient, ils ne savent pas s'orienter. Quelle est par exemple, la discipline à suivre au niveau supérieur, par exemple? On s'est rendu compte qu'ils sont ignorants. Alors on a réfléchi, très souvent quand ils arrivent là, ils éprouvent des difficultés parce qu'ils n'ont pas fait de bons choix. Alors les experts ont réfléchi, il faut maintenant donner des directives à ces apprenants pour les orienter afin qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent embrasser comme orientation. Les inscrits étaient au nombre de 547. Quelque part là, il ne manque pas de résistance. Il y a au moins une dizaine qui se sont retirés. Bon, en fait, un grand nombre s'est présenté. Sinon que cette épreuve qui connaît sa 2e édition cette année a été instituée en 2014 par la loi cadre numéro 14/004 du 11 octobre 2014. Voilà, on va changer tout de suite le chapitre. La semaine congolaise des mines, en anglais, DRC Mining Week, a ouvert ses portes le mercredi 14 juin à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Abordant la question de la sous-traitance en RDC, la majorité de panélistes a reconnu les efforts fournis par Kibali Gold Mine pour le secteur de la sous-traitance afin de promouvoir l'émergence de la classe moyenne congolaise, mieux créer les premiers millionnaires congolais et réduire la pauvreté au pays. Suivons ce reportage. Sur le terrain et en dehors. Au cœur de la Chambre des mines, la question de la sous-traitance. Et Louis Watoum s'en est largement apaisanti. La sous-traitance. Il est vrai qu'on est loin du compte aujourd'hui lorsqu'on voit la misère qui entoure la quasi-totalité de nos sites miniers.
Le point de vue largement partagé par la communauté des sous-traitants locaux est que les sociétés principales, à 90%, ne respectent pas la loi sur la sous-traitance, condamnant ainsi les sociétés nationales ou locales à une concurrence déloyale dans laquelle les grands contrats continuent à être gagnés par les sociétés étrangères à leur détriment. Que veulent les sous-traitants? Ils veulent une transparence dans la publication des marchés et l'octroi des contrats. Ils sollicitent une augmentation du portefeuille des marchés attribués aux sociétés congolaises, et ce dans le respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Ils sollicitent également l'octroi des contrats à long terme, plutôt que des commandes spontanées. Cependant, selon les sociétés principales, du moins celles qui sont disposées à montrer leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises de sous-traitance locales, le train est bel et bien en marche pour la création d'une classe d'affaires congolaise, telle que souhaitée par le président de la République, chef de l'État. Mais il y a cependant des entreprises qui sortent du lot et qui reçoivent des félicitations de la Chambre des mines. C'est vrai qu'Amo est un bon élève, par le nombre élevé des sous-traitants locaux avec lesquels il traite. Il y a Kibali, il y a KCC, il y a Moumi, il y a TFM. Sont nombreuses ces entreprises qui sont également toutes engagées dans la même voie et ont su créer à ce jour quelques vrais millionnaires congolais. La DRC Mining devient la plateforme incontournable sur les investissements. On va rester dans le même registre. La présence des sacs cadeaux avec des symboles de la communauté LGBT distribués dans le cadre de DRC Mining Week ont créé des vives tensions dans la population du Haut-Katanga et de la RDC en régional. Et en général, les commentaires vont dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Ces sacs ont été retirés le plus tôt possible dès ce matin. C'est ce qui ressort de la réunion qui a eu lieu ce jeudi entre le gouverneur de province Jacques Yabula Katwe et les organisateurs de la semaine minière. Des sacs cadeaux arborant le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT distribués aux invités et aux visiteurs à la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs, cela a suscité une grande clameur publique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Haut-Katangais se sont dit scandalisés par cette promotion contraire aux us et coutumes locales. Saisi par ces malaises, le gouverneur Jacques Yabula Katwe a convoqué les responsables de VUCA Group, la société sud-africaine qui organise la DRC Mining Week depuis 16 ans, le directeur du Pullman Grand Caravia Hotel, lieu qui accueille l'événement. Jacques Yabula Katwe a été ferme quant au respect de la Constitution et des lois congolaises. David Ashdown, CEO de VUCA Group, s'explique. Les sacs contestés seront complètement retirés de la circulation. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs. Nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. Présente à cette réunion, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, a condamné une attitude contraire aux lois de la République. Par rapport à la Constitution ainsi qu'au Code de la famille, le mariage est constitué d'une femme et d'un homme. Je ne dis pas d'une femme ou d'un homme, non. D'une femme et d'un homme. Nous respectons ces dispositions constitutionnelles et légales. Et pour le ministre provincial des Mines, Toto Chansa, la DRC Mining Week reste une opportunité d'affaires dans le secteur des mines. Il condamne également l'incident des sacs arc-en-ciel. Au travers DRC Mining, on parvient à concilier les demandes faites par les miniers et les offres. Donc, il y a un incident malheureux qui s'est passé, ça appartient au passé. Le gouverneur, dès qu'il a été saisi, il a appelé les organisateurs. Et nous venons d'une réunion où les consignes fermes ont été données. Les organisateurs vont retirer toutes les couleurs qui ont trait au gay. Les organisateurs s'engagent à respecter scrupuleusement les lois de la République. Pour rappel, DRC Mining Week est l'une des plus grandes rencontres annuelles de tous les intervenants du secteur minier. Elle est à sa 16e édition. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga y participe comme invité.
La RDC, via la province du Haut-Katanga, va accueillir dans les tout prochains jours sa toute première usine de montage et d'assemblage des batteries pour les véhicules électriques, annonce faite par le gouverneur de cette province lors de l'ouverture officielle de cette édition de la semaine minière de la RDC qui se tient à Lubumbashi. Cette activité est placée sur le thème « Reconnaître les trophées et les victoires de l'industrie minière du Congo sur le terrain et en dehors ». Je vous propose de suivre le gouverneur. Transition énergétique, la DRC Mining Week offre une grande tribune entre divers acteurs qui interagissent avec les secteurs miniers. De l'énergie verte vers laquelle se tourne résolument le monde, jusqu'aux biens et services qui sont axés sur la conscience climatique, la province du Haut-Katanga est bel et bien partie prenante de l'urgence écologique. Comme vous le savez sans doute, le Haut-Katanga, avec ses ressources, fait partie de la solution congolaise à la transition énergétique mondiale. Notre province va accueillir ici une usine de montage et d'assemblage des batteries pour les véhicules électriques. L'usine sera installée dans la zone économique spéciale RDC-Zambie. Les deux États ayant manifesté un intérêt commun de mettre en place une chaîne d'approvisionnement des batteries électriques qui permettra des investissements efficaces. Il s'agit d'un engagement de construire une industrie à valeur ajoutée et durable en Afrique. Ceci au service d'une transition énergétique bénéfique pour les communautés locales, avec à coup sûr l'augmentation des exportations et la création d'emplois. La création d'emplois, justement, c'est cela que nous appelons, pour emprunter le mot cher à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, placer l'homme au cœur du développement. C'est ça même, le peuple d'abord. Nous en appelons à des salaires garantis et à des conditions de travail plus sûres. Mais on ne doit pas perdre de vue la nécessité de sécuriser les investissements, les capitaux portés dans l'industrie minière, afin que des victoires. Maintenant, on va quitter le Haut-Katanga pour parler de la date du 15 juin de chaque année où le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des vieillards, une journée qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique et les professionnels du domaine médical, médico-social et social à ce phénomène inacceptable qui est la maltraitance des personnes de troisième âge. Plusieurs raisons sont à la base de ces rejets. Pour la plupart des cas, en Afrique surtout, c'est la sorcellerie qui est la cause première. Rachel Misenga. Le 15 juin est le seul jour de l'année où le monde entier exprime son opposition à l'abus et aux souffrances infligées aux générations plus âgées. Souvent victimes de maltraitance psychologiques, physiques et rejetées par les familles accusées de sorcellerie pour la plupart des cas. Certains abandonnés dans le home de vieillards, les autres dans la rue. La sœur Yvette, responsable du home de vieillards, Saint-Pierre, nous en parle. La plupart de ces personnes âgées viennent des paroisses. Ce sont les curés qui font une demande. S'ils voient que la personne dort à la belle étoile à la paroisse, et puis s'il a fait longtemps devant la porte de la paroisse, c'est à ce moment-là qu'il fait une demande au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa. Et puis il y a aussi ceux qui viennent de Mamaïmo. Parce qu'il y a aussi des fois au service social de Mamaïmo, les malades qui sont entrés là-bas. Ils traînent pendant 1 année ou 2 ans plus, mais le motif exact, on ne sait pas. Parce que la plupart, on ne sait pas parce qu'il y a le phénomène Kindokila, mais pour nous ici, nous, on n'a jamais su ça. À chacun sa réalité. Dans le home, l'un des vieillards nous donne la sienne. Quand j'étais victime de cet accident-là, on m'a amené d'abord à l'hôpital, j'étais hospitalisé, et
les législations sont tombées directement entre les mains des gens de l'église, parce que j'ai fréquenté, à cette époque-là, j'ai fréquenté l'église catholique. Le vicaire, le prêtre qui dirigeait la paroisse m'a pris directement en charge. Et c'est lui qui a estimé qu'il fallait que je vienne de ce côté, parce que la famille dont vous parlez, qui devait s'occuper de moi, c'est tout au Shabbat. Une journée qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique et le professionnel du domaine médical et social sur ces phénomènes inacceptables de la maltraitance des personnes âgées. Ils doivent cesser puisque ces personnes sont d'abord des personnes fragiles, ils méritent protection de toute la société et ceux qui les malmènent, en tout cas, sont à condamner et la loi doit s'occuper d'eux. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, dit-on. Protégeons-le alors. Mesdames et messieurs, maintenant place au dossier du jour. Le Parlement congolais a clos ce jeudi la session de mars. Parmi les sujets retenus pour traitement lors de la dite session figurait la proposition de loi sur la congolité, dite loi Tchani. Malheureusement, cette dernière n'a donc pas été traitée, alors que c'est de coutume, la session parlementaire de septembre est essentiellement budgétaire. Ce texte qui a été rejeté, la session de septembre 2022, risque de jaisir longtemps dans les tiroirs de l'Assemblée nationale après cette session à venir. Suivez ce dossier du jour concocté par Enoch Issei. L'Assemblée nationale et le Sénat ont clôturé ce jeudi 15 juin la session ordinaire de mars. Avant la clôture de la session dans les deux chambres, la plénière s'est attardée sur l'audition et l'adoption du projet de loi sur la répartition des sièges lors des prochains scrutins prévus en décembre. S'étant clôturée principalement avec la question liée sur l'électorat, cette session a abordé les grandes préoccupations de la CENI, notamment le fichier électoral et la loi sur la répartition des sièges, qui d'ailleurs qualifiait selon l'opposition des fraudes électorales pour des élections chaotique. L'on s'interroge sur l'avenir de la proposition de loi sur la congolité du digne fils de la nation Noël Tchani qui devait normalement être traité au cours de cette session parlementaire. Peut-on dire que le Parlement a gelé ces dossiers? La réponse est claire. Il est donc probable que nous allions aux élections sans cette loi de père et de mère. Selon Noël Tchani, candidat à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo, seuls les citoyens nés de père et de mère congolais sont légitimes à accéder aux plus hautes fonctions de l'État, dont la présidence de la République. Préoccupés par un risque d'infiltration et des mercenaires au sommet de l'État, ces patriotes, que l'on présume ethniquement purs, avaient déposé en juillet 2021 une proposition de loi barrant la voie du pouvoir aux Congolais ayant deux nationalités. Malheureusement, cette loi serait probablement mise dans les oubliettes du fait qu'en premier lieu, la prochaine session parlementaire qui débute en septembre et qui prendra fin en décembre est beaucoup plus consacrée à l'examen et adoption du budget pour l'exercice 2024. C'est vrai que certaines questions peuvent être abordées, mais l'on s'interroge si cette loi serait alors traitée en septembre. Aussi, s'il s'avérait que cette loi soit votée en septembre, la CENI serait-elle à mesure de faire marche en arrière par l'annulation des candidatures déjà réceptionnées et dont la Cour constitutionnelle aurait déjà approuvé? D'autant plus, en second lieu, la date prévue pour la réception et traitement des candidatures à la présidence interviendra selon le calendrier électoral d'ici le 1er septembre prochain. Il faut alors signaler que les membres de l'association des métiers du Congo, ASMECO, avaient manifesté devant le siège du Parlement et déposé vendredi 31 mars dernier un mémorandum dans lequel ils exprimaient leur opposition à cette loi dite discriminatoire. Cette proposition de loi sur la congolité est injuste, ambiguë et vise à nuire à une catégorie des Congolais, est-il écrit dans les textes consultés. Dans les soucis de préserver la paix, la concordance, la tranquillité et la cohésion entre Congolais, la SMECO avait exhorté les élus à la rejeter. L'avenir nous en dira un peu plus. Voilà, vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. On va faire place maintenant à la page internationale. En dehors des mécanismes de soutien à l'agriculture, les aides à la consommation
de produits alimentaires constitue aussi un moyen efficace de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde. En Égypte, le système de subvention alimentaire est l'un des plus efficaces d'Afrique pour couvrir les subventions alimentaires ou au cours de l'exercice fiscal 2023-2024 qui débutera le 1er juillet prochain. L'exécutif égyptien a décidé d'allouer 128 milliards de livres, soit 4,1 milliards de dollars américains. Jojo Moulamba. Ce programme de subvention alimentaire bénéficiera d'un montant de 4,1 milliards de dollars américains en 2023-2024. Un montant qui affiche une baisse de 12% par rapport à l'enveloppe de 4,7 milliards de dollars américains qui y était consacrée l'année précédente. L'annonce intervient dans un contexte où le prix de certains denrées subventionnées, en l'occurrence l'huile végétale, le sucre et le riz, ont été revus à la hausse de 20% en raison de la pénurie de dollars qui sévit actuellement dans le pays. La bouteille d'huile végétale subventionnée de 750 ml est désormais échangée à 30 livres, soit 0,97 dollars américains contre 25 livres, soit 0,81 dollars américains précédemment, tandis que le tarif de paquet de 1 kg de sucre et de riz est passé de 10,5 livres à 12,6 livres, soit 0,34 à 0,41 dollars américains. Pendant le manque de devises étrangères a conduit le gouvernement à réduire le volume d'achat de certaines denrées importées de l'étranger comme le blé et les huiles végétales. Si de détails n'ont pas été révélés en ce qui concerne la répartition du nouveau budget, il convient de noter que le programme de subvention du pain a représenté ces dernières années jusqu'à 60% du montant global. Parmi les autres denrées de base subventionnées par l'exécutif figure aussi la viande de bœuf et de poulet. Et puis, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP en sigle, a maintenu ses projections au sujet de la croissance de la demande globale de brut. C'est ce qui ressort de son rapport mensuel sur la situation du marché pétrolier global, publié mardi 13 juin. Si l'OPEP maintient ses perspectives au sujet de la croissance de la demande pétrolière globale, c'est essentiellement lié au contexte économique en Chine et Europe. Alors que l'OPEP a réduit son offre pétrolière à 2 reprises cette année, elle s'attend toujours à voir la demande mondiale de brut augmenter et avec elle le cours du combustible. Toutefois, l'OPEP maintient ses perspectives concernant la hausse de la demande mondiale de brut. L'organisation table sur une augmentation de la perspective pétrolière globale de l'ordre de 2,35 millions de barils par jour pour l'année. Ces chiffres rejoignent dans une certaine mesure les 2,32 millions de barils par jour qu'elle avait annoncé en février. Si l'OPEP maintient ses perspectives au sujet de la croissance de la demande pétrolière globale, c'est essentiellement lié au contexte économique en Chine et en Europe. En effet, le cartel note une augmentation substantielle de la demande chinoise de brut, même si celle-ci est en partie contrebalancée par une baisse en Europe. Le cartel estime que la demande totale de pétrole pour 2023 ne devrait pas excéder 101,91 millions de barils par jour. Voilà une autre manière de vous informer, mesdames et messieurs, c'est aussi avec la presse écrite. Maintenant, on va faire place à la revue de presse. La revue de presse de ce jeudi nous sera présentée par Blessed Kouzola, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Fiston Léco. Blessed Kouzola, on va commencer par le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui a débuté ce jeudi 15 juin sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. En effet, c'est ce qu'est titre d'ailleurs le site dépêche.cd qui parle de 1 571 285 élèves de la 8e prennent part au TENA-SOSP 2023. Plus d'1 million d'élèves participent depuis ce jeudi 15 juin au test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Prévu pendant 2 jours, ce test a été lancé par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST à l'école Sainte-Rita située
dans la commune de Mongafula. Le ministre a dit aux finalistes, chers finalistes de l'éducation de base, pendant 2 jours, vous serez soumis à des items portant sur des connaissances scolaires et à des tests psychotechniques. Il est inutile de tenter de tricher chez le voisin ou de solliciter son secours, étant donné que c'est chacun de vous dans ce qu'il est et dans ce qu'il a des spécifiques, et la République voudrait aider à embrasser une filière des humanités ou du cycle professionnel en adéquation avec ses aptitudes et ses aspirations. On a paraphrasé en tout cas ce qu'il a dit. Comparativement à la première édition en 2022, le nombre de centres d'administration est passé de 5056 en 2022 à 5278, soit un accroissement de 222 centres. Le nombre de filles est passé de 603 096 en 2022 à 682 248 en 2023, soit une augmentation de 79 152 candidates. Oui, Blessed Kozola, un autre sujet. Ça fait maintenant une année depuis que les conflits règnent entre Teke et Yakaren dans le territoire de Kwamut, en province de Mai-Ndombe. En effet, ce qui est titre actualité.cd qui dit une année déjà, depuis le début de conflit à Kwamut, les violences ont atteint toute la région de Bandundu, y compris une partie de Kinshasa. Juin 2022, juin 2023, un an jour pour jour depuis que des scènes de violence s'enregistrent dans les territoires de Kwamut au Mai-Ndombe à la suite du conflit entre Teke et Yaka. Le conflit communautaire est parti d'un désaccord sur la redevance coutumière fixée par les autorités traditionnelles Teke. Mais la quantité de la redevance n'a pas été acceptée par les Yaka qui vont déclencher des manifestations, des protestations. D'après nos sources, les sources bien évidemment de ces sites internet, les Teke auraient décidé de chasser les Yaka du territoire de Kwamut. Ces derniers se sont armés, s'attaquant aux Teke et aux forces de l'ordre et sécurité venues en intervention. Après, s'en suivra la montée d'une milice Mobondo sémant la terreur de Kwamut. La milice Mobondo, d'après un rapport de Human Rights Watch, fait référence à des fétiches pour commettre des exactions. D'après cette ONG, plus de 300 personnes ont été tuées en 2022 dans cette partie de la province de Mai-Ndombe. Plus de 40 000 déplacés de Kwamut ont été reçus dans la province voisine du Kwilu. Cette insécurité faisant résurgence en mai 2023 a fait plus de 100 disparus et au moins 33 morts d'après la société civile locale. Et puis, Blessed Kuzola, les journaux parus dans la ville de Kinshasa se sont aussi appesantis sur la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au site devront abriter les 9e Jeux de la francophonie. Justement, c'est la prospérité qui titre ces matins, 9e Jeux de la francophonie, Félix Tshisekedi visite et s'assure, s'exclame le journal. Et comme il fallait s'y attendre, lit-on dans les colonnes de la prospérité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est sorti de ses bureaux pour aller voir de ses propres yeux comment se déroulent les derniers préparatifs en termes de travaux d'infrastructure dans les différents sites prévus, tout en insistant sur la nécessité de clôturer dans les délais impartis tous les travaux liés notamment aux préparatifs. Il en est ressorti totalement fier et satisfait selon plusieurs témoignages concordants. Pour le quotidien, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité pour la 3e fois les infrastructures devant abriter ces Jeux. Sur le même sujet, l'Avenir a mis sur sa manchette 9e Jeux de la francophonie, Fachi interpelle les entrepreneurs. Le chef de l'État a interpellé les entreprises sélectionnées ainsi que les ouvriers sur les 2 chantiers, Stade de Martyrs et Stade Tata Raphaël, pour dire sa détermination à présenter à la francophonie des infrastructures répondant aux normes dans les délais. En principe, fin juin, les infrastructures devant abriter le 9e Jeu de la francophonie doivent être remises aux organisateurs de l'OIF. À un peu plus de 2 semaines de la fin de cette échéance, les défis restent énormes.
le défi reste énorme sur différents chantiers. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'en est personnellement rendu compte après la ronde effectuée ce mercredi sur le site du stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Entre sa dernière visite du 17 mai dernier et celle de ce 14 juin, les travaux ont sensiblement évolué, mais les défis restent énormes. Oui, Blessed Kozola, enfin, le projet de loi sur la répartition des sièges, Peter Kazadi a répondu aux sénateurs. Justement, c'est un forum de ZAS qui titre sur sa première page, s'adressant hier au Sénat, Peter Kazadi a dit « Tous les Congolais vont pouvoir voter en sécurité ». Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a répondu hier, mercredi 14 juin, aux préoccupations exprimées par des sénateurs en ce qui concerne le projet de loi sur la répartition de sièges, le statut de certaines entités territoriales telles que repris dans le projet de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire. Au cours de cette même plénière sous la présidence de Modeste Batsilukwebo, le sénateur ont voté en seconde lecture le projet de loi portant répartition de sièges qui va devoir appliquer la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en sigle, aux prochaines élections de décembre 2023. Revenons un tout petit peu sur la question de la sécurisation du processus électoral dans son ensemble. Lors de cette plénière, Peter Kazadi a également annoncé la mise en place d'un comité de pilotage sous sa direction pour la sécurisation des élections, a écrit le site 7sur7.acd. Le site d'information cite le VPM. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence et d'autres stratégies sécuritaires sont sous pied d'œuvre avec le concours du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, a dit le patron de la terminale de la République démocratique du Congo. Et voilà, ça en est donc tout pour la revue de presse de ce soir. Merci beaucoup, Blessed Kozola, d'être passé. Je vous en prie, Fiston Oliko. Voilà, ce journal tend vers sa fin, mais avant de nous quitter complètement, je vous en rappelle les différents titres. La deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSPE en sigle a débuté ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba à Kinshasa. Et puis cela a créé un tollé général, surtout dans les réseaux sociaux. La présence des sacs cadeaux floqués des symboles de la communauté LGBT à Lubumbashi dans le cadre de DRC Mining Week, le gouvernement du Haut-Katanga a obtenu son retrait lors d'une réunion avec les organisateurs. Et enfin, 14,1 milliards de dollars américains, c'est la somme que l'Égypte a allouée au système de subventions alimentaires en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire pour l'exercice 2023-2024. Ce système en Égypte est parmi les plus coûteux de l'Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. On vous retrouve à notre prochaine édition.